Milice, un matin, était en train de s'habiller. Vite fait, il mit un jeans. Il était en train de réveiller Thomas, qui était encore en train de dormir. Il mit un jeans vite fait, mit du déodorant, et à peine lavé alors qu'il n'était pas encore allé sous la douche, il éteignit l'eau, tout de suite après. Tout de suite après, il se rinça un peu le visage à la douche. Mais éteignit l'eau tout de suite. Ensuite, Thomas s'était levé et était rentré dans la salle de bain avec lui. Il l'avait pris par l'arrière et s'était regardé dans le miroir en le tenant par les épaules. En descendant ses mains sur ses côtes et en descendant ses mains sur le bas de son ventre, et puis en les remontant sur ses pectoraux. Il a regardé Milice, l'a embrassée, et lui a dit « Regarde-nous. On est merveilleux, non? On est sublime. » Ils se sont regardés tous les deux dans le miroir. Milice avait l'air pressé. Il avait l'air pressé par quelque chose, peut-être même qu'il était soit enthousiaste, mais Thomas ne le savait pas encore. Aujourd'hui, Thomas s'était lancé une mission, découvrir pourquoi Milice était comme ça. Découvrir pourquoi Milice était si enthousiaste, pourquoi il courait partout, pourquoi il sautillait partout, pourquoi est-ce qu'il avait tant d'énergie, et pourquoi est-ce qu'il était tant angoissé, ou pourquoi est-ce qu'il était si énervé. Découvrir pourquoi est-ce qu'il était comme ça. Milice qui était parti en courant, qui avait pris son sac sur le côté, qu'il avait posé juste à côté de la porte, après avoir mis un jeans et après avoir mis un t-shirt. Il avait mis un sweat qu'il avait juste passé à sa taille, il avait fait le nœud et il était parti. Il avait fait un double nœud et son sweat qu'il avait juste mis à sa taille. Lorsqu'il était parti, il était déjà dans le couloir que Thomas était en train de le regarder. Il était en train de faire ses lacets, et de passer le scratch de ses chaussures, des Nike Air Jordan. Des Air Force One, il avait fait les lacets et avait passé le scratch sur ses chaussures montantes. Ensuite, il a recommencé à courir dans le couloir. Thomas était en train de le regarder, haussant les épaules et levant les yeux. Il a soupiré, il est rentré dans la chambre, a fermé la porte, et a décidé finalement qu'il découvrirait pourquoi est-ce qu'il est comme ça, si nerveux. Pourquoi est-ce qu'il est si nerveux, qu'il a l'air si angoissé par quelque chose, que quelque chose a l'air de le tracasser et de l'embêter. Bref, il avait simplement décidé de trouver pourquoi est-ce qu'il était comme ça. Il s'était mis à la vitre et vu alors Milice, qui était avec son sac et qui sortait en courant. Il sortait en courant, tout droit, il se dirigeait vers sa voiture, ou alors plutôt vers la voiture de Thomas. Une Golf blanche. Il se dirigeait vers sa voiture, était en train de courir. Il était déjà en train d'essayer d'ouvrir la portière alors qu'il n'avait même pas mis les clés et n'avait même pas essayé de déverrouiller la voiture. Il n'avait même pas allumé la voiture, il n'avait même pas mis les clés et il n'avait même pas tourné la clé dans la porte pour pouvoir l'ouvrir. Il n'avait fait rien de tout ça, qu'il était déjà en train d'essayer d'ouvrir la voiture. Finalement, il s'en est rendu compte et il avait les clés en main, il les a prises quand il avait les clés en main et il a ouvert la voiture. Là, il a ouvert les clés et là, il a ouvert la voiture, a pris les clés et simplement s'est mis du côté conducteur. Il a conduit et il est parti. Thomas est descendu, il s'était préparé, a fait la même chose. Il s'est rincé simplement le visage à la douche. À la douche, il s'est rincé simplement le visage. Tout son t-shirt était mouillé, il a mis un jeans. Et ensuite a pris son sac et il est parti. Même chose, il est parti en courant. Dans les escaliers, il s'est arrêté. Pareil, il a fait ses lacets. Il a fait ses lacets à ses Air Force One. Et ensuite, il est parti. Il a couru dans la même direction. Et a appelé un Uber. Un Uber est arrivé. Il est arrivé assez vite. Il a attendu assis par terre. Donc le Uber est arrivé. Un homme s'est retourné et lui a demandé « Où est-ce qu'on va, jeune homme ?» Il a alors répondu simplement « Essayez de suivre cette voiture blanche. » Elle était déjà loin. Il était déjà loin. Milice avait démarré au quart de tour. Et il lui avait dit « Suivez cette voiture si possible. » Alors que le chauffeur Uber était en train d'appuyer sur la pédale, il était en train d'accélérer de plus en plus vite. Il était en train d'accélérer et de rouler de plus en plus vite. À l'arrière, Thomas était
Thomas pouvait même sentir les roues sous la voiture qui accéléraient de plus en plus vite, qui roulaient de plus en plus vite. Thomas, à l'arrière, sur la banquette, pouvait sentir les roues qui avançaient de plus en plus vite et pouvait même sentir que la voiture, de temps en temps, quand il freinait, la voiture faisait de petits mouvements d'avant-arrière. Il pouvait sentir que la voiture, quand il freinait et qu'il s'arrêtait au feu rouge, faisait des mouvements d'avant-arrière. Il suivait la voiture et finalement il a dit au chauffeur Uber, quand elle s'arrêtera, vous vous arrêterez. Quand elle s'arrêtera, vous vous arrêterez. La voiture s'est arrêtée dans une sorte de champ, un énorme champ qui était complètement vide, une sorte de plaine. Émilie s'est partie contre un arbre et s'est assis. Il s'est assis contre un arbre et là Thomas s'est arrêté et le Uber s'est arrêté. Le Uber est resté là et a dit, je reste ici, je viendrai vous reprendre quand vous reviendrez. Thomas l'avait déjà payé en avance, l'avait payé en liquide et il lui a dit merci beaucoup. Il était en train de rester là. S'est retourné pour observer la voiture et finalement, quand il est arrivé, il s'est assis à côté de Milice. Il lui a fait la surprise, est arrivé à côté de lui, a ouvert son sac et lui a demandé pourquoi est-ce qu'il était parti si loin de l'école pour pouvoir réviser alors que l'école ne met aucune règle qui soit restreinte ou aucune règle qui lui empêche de sortir du cercle restreint de l'école. Non, aucune règle. Alors pourquoi est-ce qu'il va si loin? Pourquoi est-ce qu'il va dans la forêt, dans une plaine complètement vide pour réviser, ou alors simplement pour faire ses devoirs? Il lui a expliqué qu'en ce moment il avait besoin d'être seul. Il avait besoin de se retrouver, de simplement retrouver ses racines. Thomas lui a dit, si tu veux retrouver tes racines, pourquoi tu retournes pas en ville? Simplement qu'il ne peut pas. Il ne peut pas de peur de finir par tomber sur sa sœur, qui lui parlerait de son père, de peur de tomber même sur son père, ou alors de peur que son père ou sa mère le retrouve en ville, à un quartier de rond-point ou dans un quartier qu'ils connaissent. Il pouvait simplement louer une chambre d'hôtel pour la nuit, mais il ne voulait pas, de peur qu'on le trouve et qu'il doive rentrer chez lui. S'il devait rentrer chez lui, il devra se passer une nouvelle fois ce qui s'est passé avant qu'il vienne à cette école. Il devait s'expliquer avec son père encore une fois. S'expliquer sur pourquoi il aime les hommes, sur pourquoi il l'aime lui, sur pourquoi il aime Thomas. Et Thomas était en train de l'écouter. C'était une raison valable. Alors chaque jour, il venait ici. Et ça lui donnait l'impression d'être beaucoup plus loin que son père. Même s'il avait l'impression que quelque part au fond de lui, on le repoussait à retourner en ville. Il avait l'impression qu'il y avait un petit lui-même à l'intérieur de lui qui lui disait « Vas-y, retourne en ville, vas-y, pars en ville, prends la voiture, prends la voiture de ton copain et pars en ville. Va t'expliquer avec ton père, prends une chambre d'hôtel et explique-toi avec lui. Même si tu dois crier, hurler, tu as l'âge maintenant, alors maintenant va crier, hurle, crie le plus fort que tu peux, mets-toi dans tous tes états et crie lui dessus, pour qu'il comprenne bien. Même s'il voulait au fond de lui faire ça, se mettre dans tous ses états, crier brutalement, frapper contre la table, frapper du poing contre la table en verre, à tel point que la table en verre se briserait. Même s'il voulait faire ça, frapper du poing contre les murs, hurler, regarder son père d'un regard meurtrier, regarder sa mère d'un regard meurtrier, s'expliquer en criant, même s'il voulait faire tout ça, il ne voulait pas que ça recommence. Il ne voulait pas que ça recommence depuis le début. Il savait que son père était capable de bien pire que ça, de le mettre dans un endroit bien pire que un lycée avec des règles strictes. Mais lui, Milice, avait préféré partir sans rien dire, venir à ce lycée et s'y inscrire, un lycée dans lequel il n'y avait pas de règles, simplement un dortoir pour hommes et un dortoir pour femmes, là où vont les filles et là où vont les garçons. Il y avait simplement ça, et on pouvait décider de ses horaires comme on le désirait. Là-bas, il était au moins libre, il avait au moins une impression de liberté, mais il voulait retourner là-bas pour pouvoir s'expliquer à lui-même, pour pouvoir s'expliquer face à lui-même, et tuer ce petit lui. Il voulait simplement venir ici, seul, pour pouvoir s'expliquer face à lui-même, faire une vidéo. Il voulait se regarder dans une vidéo avec son GSM, faire une vidéo de lui-même où il est tout seul, où il se parlerait et il disait voilà, je suis tout seul, appuyé contre un arbre,
dans une plaine que j'ai trouvée. Filmer la plaine et dire maintenant je vais m'expliquer à moi-même et chaque jour je regarderai cette vidéo qui me prouvera que j'ai tué cette personne à l'intérieur de moi. Cette petite personne à l'intérieur de moi, c'est moi-même qui me pousse à retourner en ville, mais je ne veux pas. Il voulait faire cette vidéo et il l'a fait. Il l'avait faite et il l'avait montrée à Thomas. Thomas avait compris et lui avait dit ok, mais pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? T'aurais pu m'en parler à moi. Milice avait l'impression que s'il lui en parlait à lui le soir, s'il lui en parlait à lui le soir dans leur appartement à eux deux, il avait l'impression que Thomas allait répondre à la même chose que son père, qu'il allait, qu'il allait quelque part, même s'il ne le connaissait pas, prendre parti. Comme s'il allait prendre parti et se mettre du côté de son père. Va t'expliquer avec lui, retourne en ville. Il pensait qu'il allait dire ça. Thomas lui a expliqué en mettant pause sur la vidéo qu'il avait faite, en s'expliquant face à lui-même la vidéo que Milice avait faite, en se filmant, pour lui dire, pour se dire qu'il allait enfin tuer ce petit lui-même à l'intérieur de son cœur et à l'intérieur de lui, qui voulait lui dire, qui le poussait à retourner en ville. Quand il avait fait cette vidéo, Thomas a mis pause et a dit, et lui a rendu son GSM en lui disant « Jamais je ne prendrai parti de qui que ce soit. Tu sais très bien que je suis moi, je suis fidèle à moi-même et je suis surtout fidèle à toi. Donc, chaque fois que tu me diras quelque chose, je répondrai honnêtement. Et je prendrai ton parti, toujours ton parti. Tu es la seule personne qui compte pour moi. Les autres élèves qu'il y a ici, les 800 élèves qu'il y a ici, 800 ou 900, je ne sais plus, les 800 ou 900 élèves qu'il y a au lycée, qu'il y a dans cette université là-bas, ne comptent pas pour moi. Il n'y a que toi qui compte. Il lui a expliqué tout ça et ils sont restés un long quart d'heure. Enfin, ils sont rentrés avec le Uber. Ils sont rentrés avec le Uber et la voiture de Thomas, ils se sont retournés et ils l'ont regardé. Milice lui a demandé tu vas faire quoi pour ta voiture? Et il lui a dit oh, ne t'inquiète pas, je reviendrai la chercher demain matin. Et effectivement, le lendemain matin, Milice était encore en train de dormir. Milice était encore en train de dormir et Thomas l'a embrassé sur la bouche. Thomas l'a embrassé sur la bouche, l'a regardé, posant ses lèvres chaudes et humides sur les siennes. Milice les a senties. Il s'est tourné sur le côté, il s'est assis sur le bord du lit, l'a réembrassé et lui a dit alors, tu fais quoi? Tu vas chercher ta voiture aujourd'hui? Il a pris ses clés et il est parti chercher sa voiture. Il l'a trouvée posée à côté sur la plaine, près d'un arbre. Là, il est revenu et au lycée, il l'a garée juste en dessous d'un arbre. Un vieil arbre tout aussi vieux que celui qu'il avait là-bas. Ce matin-là, je t'ai pris dans mes bras. Je me suis mis sur toi, je t'ai pris dans mes bras. Et je t'ai dit en me couchant près de toi, est-ce que ça t'aiderait? Est-ce que ça t'aiderait si je venais avec toi voir ton père? Ensuite, nous sommes descendus et je t'ai emmené dans le couloir. Dans le couloir, on s'est assis juste dans l'entrée. On s'est assis dans l'entrée. Dans l'entrée, juste en face du réfectoire, on s'est assis sur un banc. Là, je t'ai demandé pourquoi ça te fait si peur d'aller voir ton père? Pourquoi ça te fait si peur de tout recommencer à zéro? Pourquoi ça te fait tellement peur de lui parler, de lui reparler, de lui redire ce que tu as dit, de réentendre ce qu'il a à dire? Peut-être qu'entre-temps il a changé. Pourquoi ça te fait si peur? Qu'est-ce qui t'effraie tant? Qu'est-ce qui t'effraie tant au point de te cacher ici avec moi? Qu'est-ce qui t'effraie tant au point de te cacher avec moi? Je te disais tout ça en mettant ma main sur ton dos et en te faisant des caresses le long de ta colonne vertébrale. Tu t'es tourné vers moi et tu n'étais pas en train de réfléchir à ta réponse, non. Tu avais un regard fuyant, mais tu m'as regardé un moment droit dans les yeux. Ce regard fuyant, je sais ce que voulait dire ce regard fuyant. Il voulait dire je n'ai pas envie d'en parler. Mais je te connais. Tu changes très vite d'avis. Alors tu m'as regardé dans les yeux. Tu m'as regardé dans les yeux et ce n'était pas un regard normal, non. Non, ce n'était pas un regard normal. Tu m'as regardé avec simplement un regard triste. Il n'y avait pas d'autre définition pour le regard que tu m'as lancé.
Tu étais triste. Tu étais triste, désemparé. Tu ne savais plus quoi penser. Ça se voyait sur ta manière de me regarder. Ça se voyait à ta manière de me regarder. Ça se voyait sur ta manière d'agir, ta manière d'agir, de réagir à ce que je te disais. Est-ce que c'est si dramatique d'aller voir ton père? Est-ce que ça pourrait t'aider si je t'emmène le voir? Est-ce que ça pourrait t'aider si je t'accompagne? Ta manière de réagir, ta manière de me regarder, ta manière de regarder au loin, de regarder en face de toi et de ne pas me regarder moi, ta manière d'agir comme ça, la manière dont tu as regardé l'entrée, dont tu as regardé les élèves rentrer et sortir, la manière dont tu as mis tes mains sur ton visage, tu t'es frotté les yeux, tu as regardé le bout de tes doigts qui était humide à cause de tes larmes, tu m'as regardé moi ensuite. Cette manière d'agir, cette manière de réagir à une réponse, cette manière de ne pas donner de réponse, mais de simplement agir corporellement, m'a montré que tu ne voulais simplement pas en parler. Mais j'ai continué, parce que je voulais comprendre pourquoi tu avais si peur de ton père. Comment peut-on avoir peur de la seule personne qui nous aime réellement? C'est comme si tu avais peur de ta mère. C'est vrai que ta mère a toujours été la seule à te comprendre réellement. Mais ton père, tu as eu un gros différend avec lui. Pourquoi pas essayer de le régler? Si tu n'as plus de différend avec lui, il pourra venir te voir. Il pourrait comprendre peut-être pourquoi. Et il pourrait comprendre peut-être pourquoi tu es venu ici. Pourquoi tu es venu te terrer ici, dans cet endroit. Il pourrait comprendre. Invite-le à boire un café. On resterait tous dans l'entrée, entre les deux escaliers. On resterait entre les deux escaliers dans l'entrée, on boirait un café ensemble. Et une fois que ce sera fait, nous deux, on retournera à notre appartement. Tu pourras même leur montrer l'appartement. Tu ne disais pas un mot. Tu étais en train de me regarder. Un moment, je t'ai pris contre moi et je t'ai dit, ça va, du calme. Je t'ai dit de pleurer et de tout relâcher. Certainement que ma main posée sur ton épaule et ma main posée sur tes côtes ensuite, tu étais couché sur moi, sur mes jambes. J'étais assis contre le mur, j'étais assis sur ce banc, tu étais couché sur moi. Certainement que ma main sur ton épaule et ensuite sur tes côtes t'a donné l'envie de te mettre à pleurer. Tu t'es mis à pleurer et j'ai dit que ça allait aller, qu'on allait trouver une solution. On allait trouver une solution pour pouvoir faire revenir ton père dans ta vie, pour pouvoir le faire revenir, en tout cas pour que le pardon entre vous deux puisse simplement faire en sorte que vous vous réentendiez. On allait trouver une solution à ça. Mais laquelle? Il fallait encore que j'y réfléchisse. J'étais dehors et finalement je t'ai pris la main et je t'ai dit, si on sortait simplement prendre le soleil, et nous sommes sortis ensemble. Là, tu as enfin daigné me parler de ton père, pourquoi tu en avais si peur, pourquoi tu avais si peur de lui reparler. En ville, quand j'ai arrêté la voiture, ton regard a changé. En ville, quand j'ai arrêté la voiture, ton regard a changé et tu m'as regardé. Même quand la voiture était encore en train de rouler. Je ne roulais pas très vite parce que je voyais que ton regard avait changé. Je voyais que ton regard avait changé. Je voyais que tu regardais les choses de manière plus posée, de manière plus relaxée. Comme si tu ne pensais plus réellement comme si tu ne pensais plus réellement à ce dont on avait parlé. Tu regardais les choses de manière plus posée, de manière plus relaxée. Je n'ai pas essayé de te parler ou de dire quoi que ce soit, parce que peut-être que c'était dans l'idée de te calmer. Peut-être que c'était dans l'idée de te calmer, dans l'idée de te ressourcer. Dans l'idée de te ressourcer, dans l'idée de trouver les mots, de trouver les bons mots à dire, les bons mots à dire à ton père. Peut-être que c'était dans cette idée-là. Alors je n'ai pas essayé de gâcher ton idée avec des mots. Je n'ai pas essayé de gâcher ton idée avec des...
Je n'ai pas essayé de gâcher ton idée avec de grands discours, ou alors je n'ai pas essayé de gâcher ton idée avec avec peut-être avec des questions du genre comment tu te sens ou qu'est-ce que ça te fait. J'ai préféré garder ça pour moi. J'ai mis ma main sur ta jambe et je t'ai demandé comment est-ce que tu vas. C'était la seule question qui m'importait. La manière dont tu regardais la ville, la manière dont tu regardais la ville, je me suis dit que c'était la seule chose qui m'importait. Savoir comment tu te sentais. Savoir ce que ça faisait d'être en ville, de voir un endroit complètement différent que celui où tu as l'habitude d'être. Tu as l'habitude d'être dans un endroit paumé au milieu de nulle part, une grande université sans règles. Tu as l'habitude d'être dans un endroit paumé au milieu de nulle part, au milieu de la forêt, paumé sur un grand terrain de béton, où en dessous de ce terrain de béton, il y a des chambres, il y a des chambres aménagées, il y a tout un sous-sol aménagé, avec un endroit pour les garçons et un endroit pour les filles. Il est vrai que dans cet endroit, il est vrai que dans cette grande université qui est perdue au milieu de nulle part dans la forêt, tu as l'habitude de voir la forêt qui nous entoure, qui nous encercle, comme un cercle énorme. Tu as l'habitude de voir la forêt comme un cercle énorme dans lequel tu es libre. Tu as peut-être aussi l'habitude de voir les énormes bâtiments de... Tu as peut-être aussi l'habitude de voir les énormes bâtiments du lycée. Oui, ça c'est vrai. Les énormes bâtiments de l'université, tu as l'habitude de les voir. Le bâtiment de chimie, le bâtiment de maths, le bâtiment de français, le bâtiment de sport, le bâtiment de sport où il y a la piscine. Ça, tu as l'habitude de les voir. Mais des grandes tours comme ceci, des grands immeubles comme ceci, tu n'as pas l'habitude de voir ce genre de choses. Et puis tu n'es pas encerclé par la forêt. Tu n'es pas encerclé par la forêt. Souvent le matin, tu ne sors pas avec ton sac et tu ne vas pas marcher entre deux cours. Tu ne vas pas marcher entre deux cours dehors. Ici, tu ne peux pas faire ça. Souvent, tu allais faire ça, tu sortais, tu marchais entre deux cours dans la forêt et tu revenais. Tu marchais jusqu'à un endroit bien précis que tu avais choisi et ensuite tu revenais. Ici, tu ne peux pas faire ça. Ici, tu es prisonnier de règles, comme par exemple traverser au feu vert, attendre que les personnes qui ont traversé en face reviennent sur le trottoir. Tu es prisonnier de règles, comme par exemple attendre au feu rouge, attendre que la voiture redémarre. Tu es, tu es prisonnier de règles comme marcher sur le trottoir et ne pas marcher sur la route. Ça devait te perturber de passer d'un endroit à l'autre. Ça devait te perturber de passer d'un endroit à un autre et quand on s'est arrêté, la maison de ton père était juste en face. La maison de ton père était juste en face. Finalement, je t'ai pris contre moi. Je t'ai pris contre moi sur le trottoir. Sur le trottoir, on s'est assis par terre, entre ma voiture et la voiture qui était parquée juste en face. Je t'ai pris contre moi et je t'ai dit, tu sais, toutes ces règles qu'on a à l'école, ce sont des règles pour mieux nous faire travailler. Ici, ce sont des règles simplement pour mieux vivre. Tu es peut-être prisonnier et tu te sens peut-être prisonnier. Mais sache qu'ici, c'est juste des règles qui sont faites pour vivre en harmonie quelque part. Je t'ai expliqué les règles de la ville. C'est vrai que je n'avais pas besoin de le faire. Je n'avais pas besoin de le faire, tu as vécu ici pendant des années, mais tu t'étais tellement accroché à ce climat différent des autres, ce climat de liberté, ce climat où tu n'avais pas de règles, que je t'ai quand même rappelé que les règles ici, les règles en ville, c'était pour vivre en harmonie, pour vivre en communauté. Et je t'ai rappelé j'ai essayé de te rassurer en te disant que ce n'était pas si différent. Ici en ville, on vit en communauté, mais chacun chez soi. À l'université, on vit en communauté, dehors, on travaille, il y a des groupes de jeunes qui travaillent ensemble, il y a des groupes de jeunes qui travaillent ensemble, et je lui ai dit, tu te rappelles, la première fois qu'on s'est rencontrés, on était sur la pelouse, sur l'herbe, on était on était sur l'herbe, on était sur la pelouse, on était en train de parler, de discuter, de travailler,
On était en train de réviser, de faire nos devoirs, et finalement on s'est embrassés. Mais autour de nous, il y avait plein d'autres élèves. Il y avait plein d'autres élèves qui étaient en train de discuter, de travailler, de parler, de rigoler en groupe, qui étaient à la cafétéria dehors, qui étaient en train de se prendre un truc à manger et de manger en groupe, ensemble, sur des tables. Il y avait plein de jeunes qui écoutaient de la musique ou alors qui faisaient leurs devoirs sur les tables. C'est aussi quelque part un genre de communauté. Celle-ci est plus grande et a l'air de ne pas avoir de limites. C'est simplement que notre lycée, lui, a des limites. Les murs sont ses limites. Les bâtiments sont ses limites. Le bâtiment des garçons, le bâtiment des filles est une limite à ne pas franchir. Le bâtiment sport et le bâtiment des cours, le bâtiment sport et le bâtiment de la piscine sont des limites restreintes. Mais ici, les limites restreintes n'existent pas. Entre quatre buildings, il y a un rond-point. Entre quatre buildings, il y a un carrefour. Entre quatre buildings, il y a un rond-point, un croisement de route. À un croisement de route, on arrive à une intersection. La ville, c'est plus compliqué, c'est plus graphique. Là-bas où on est, à l'université, on y est beaucoup plus libre. Mais ici, il y a des intersections, des routes, des ronds-points. Il y a des routes qui se croisent. Il y a des carrefours, des voitures. Il y a des choses qui t'empêchent, il y a des personnes qui t'empêchent de travailler. Il y a des personnes qui t'empêchent de travailler correctement. Il y a des personnes qui t'empêchent de marcher dans les rues. Des personnes qui t'empêchent de traverser correctement. Tu ne peux pas marcher comme tu veux parce que les routes sont bondées. Ça, c'est la ville. Comparé à notre école, c'est pas si différent. Comparé à notre école, c'est pas si différent. À notre école, dans les couloirs sont bondés. Il y en a même qui étudient par terre. J'essayais de te rassurer en te montrant qu'il n'y avait pas tant de différence que ça. Dans les couloirs de l'école, de l'université, il y en a qui étudient à terre, juste en dessous de leur casier, posés par terre contre les murs. Et ici, les gens t'empêchent de marcher correctement, ils te bousculent. Et sur les passages piétons, c'est pareil. Tant que les personnes en face n'ont pas traversé, toi, tu peux pas aller de l'avant. C'est pareil ici. C'est pareil, du moins, c'est juste différent physiquement. Tu m'as regardé et tu m'as dit que ça restait quand même la ville, et que tu préférais l'université. Je t'ai pris dans mes bras et je t'ai murmuré à l'oreille, en t'embrassant juste après. En t'embrassant juste après, je t'ai murmuré à l'oreille quand je t'ai pris dans mes bras. J'ai dit, essaye de t'adapter. Essaye de te rappeler que chaque chose que tu vois ici est différemment interprétée au lycée. Est interprétée de manière différente au lycée. Quand je t'ai expliqué ça, tu m'as regardé et tu as dit, j'essaierai. Tu as essayé et je voyais que tu essayais. Quand on marchait, tu essayais de trouver des repères, des choses qui pouvaient être interprétées de manière différente au lycée. Comme par exemple le monde dans les rues, c'était juste les jeunes dans les couloirs qui s'asseyaient par terre et qui étudiaient, qui tendaient leurs jambes par lesquelles on devait les enjamber ou par lesquelles on devait passer au-dessus. Et souvent, il y avait des sacs qui traînaient dans les couloirs, des sacs de jeunes qui venaient les récupérer en plein milieu. Et il y avait même des jeunes qui s'arrêtaient, qui faisaient des petits groupes de 3 et qui parlaient sur leur GSM, s'échangeaient des musiques ou des numéros de téléphone, ou alors même des antisèches pour les cours. C'est la même chose avec les personnes qui s'arrêtent à un carrefour et qui doivent traverser. C'est la même chose avec les passages piétons, des personnes qui attendent à des passages piétons, des groupes de jeunes qui sont en train de crier, de hurler et de jouer dans les rues. C'est le même genre de jeunes qui s'échangent des antisèches à l'intérieur des couloirs, en plein milieu du couloir, et où il faut simplement les éviter. Quand tu as enfin compris ce que je voulais t'expliquer, finalement, tu as vu que la ville n'était pas si différente de l'endroit où nous vivons, nous, l'université. C'est pas si différent, même s'il n'y a pas de règles. Quand tu t'es rendu compte de ça, je t'ai pris près de moi, on s'est réassis sur le trottoir et je t'ai dit, tu vois qu'en fin de compte, c'est pas si différent. La seule règle qu'il y a, c'est que là-bas on est libre. Ici, non. Ici, il y a des règles pour pouvoir vivre en communauté. Mais les limites ne sont pas vraiment
ce qu'elles sont, ce qu'elles paraissent.